Et voilà, ajouta William Hitch. Voilà pourquoi la jalousie du Congrès s'est exercée contre nous, pourquoi les soldats de l'Union ont foulé le sol de l'Utah, pourquoi notre chef, le prophète Brigham Young, a été emprisonné au mépris de toute justice. Céderons-nous à la force? Jamais. Chassés du Vermont, chassés de l'Illinois, chassés de l'Ohio, chassés du Missouri, chassés de l'Utah, nous retrouverons encore quelques territoires indépendants, et nous planterons notre tente. Et vous, mon fidèle, ajouta l'Elder en fixant sur son unique auditeur des regards courroucés, planterez-vous la vôtre, à l'ombre de notre drapeau? Non, répondit bravement Passepartout, qui s'enfuit à son tour, laissant l'énergumène prêcher dans le désert. Mais pendant cette conférence, le train avait marché rapidement, et vers midi et demi, il touchait à sa pointe nord-ouest le grand lac Salé. De là, on pouvait embrasser sur un vaste périmètre l'aspect de cette mer intérieure, qui porte aussi le nom de mer morte, et dans laquelle se jette un Jourdain d'Amérique. Lac admirable, encadré de belles roches sauvages, à large assise, encroûté de sel blanc, superbe nappe d'eau qui couvrait autrefois un espace plus considérable, mais avec le temps, ses bords, montant peu à peu, ont réduit sa superficie en accroissant sa profondeur. Le lac Salé, long de 70 miles environ, large de 35, est situé à 3800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Bien différent du lac Asphaltite, dont la dépression accuse 1200 pieds au-dessous, sa salure est considérable, et ses eaux tiennent en dissolution le quart de leur poids de matière solide. Leur pesanteur spécifique est de 1170, celle de l'eau distillée étant de 1000. Aussi les poissons n'y peuvent vivre. Ceux qui jettent le Jourdain, le Weber et autres creeks, y périssent aussitôt, mais il n'est pas vrai que la densité de ces eaux soit telle qu'un homme n'y puisse plonger. Autour du lac, la campagne était admirablement cultivée car les Mormons s'entendent aux travaux de la terre. Des ranchos et des corrals pour les animaux domestiques, des champs de blé, de maïs, de sorgho, des prairies luxuriantes, partout des haies de rosiers sauvages, des bouquets d'acacias et de forbes, tel eût été l'aspect de cette contrée 6 mois plus tard, mais en ce moment le sol disparaissait sous une mince couche de neige qui le poudrait légèrement. À 2 heures, les voyageurs descendaient à la station d'Ogden. Le train ne pouvant repartir qu'à 6 heures, Mr. Fogg, Miss Aouda et leurs 2 compagnons avaient donc le temps de se rendre à la Cité des Saints par le petit embranchement qui se détache de la station d'Ogden. 2 heures suffisaient à visiter cette ville absolument américaine, et comme telle, bâtie sur le patron de toutes les villes de l'Union, vastes échiquiers à longues lignes droites, avec la tristesse lugubre des angles droits suivant l'expression de Victor Hugo. Le fondateur de la Cité des Saints ne pouvait échapper à ce besoin de symétrie qui distingue les anglo-saxons dans ce singulier pays où les hommes ne sont certainement pas à la hauteur des institutions. Tout se fait carrément, les villes, les maisons et les sottises. À 3 heures, les voyageurs se promenaient donc par les rues de la cité, bâties entre la rive du Jourdain et les premières ondulations du mont Wasatch. Ils y remarquèrent peu ou point d'église, mais comme monument la maison du prophète, la courthouse et l'arsenal. Puis des maisons de briques bleuâtres avec véranda et galeries entourées de jardins bordés d'acacias, de palmiers et de caroubiers. Un mur d'argile et de cailloux construit en 1853 ceignait la ville. Dans la principale rue, où se tient le marché, s'élevaient quelques hôtels ornés de pavillons et entre autres Lake Salt House. Mr. Fogg et ses compagnons ne trouvèrent pas la cité fort peuplée. Les rues étaient presque désertes, sauf toutefois la partie du temple qu'ils n'atteignirent qu'après avoir traversé plusieurs quartiers entourés de palissades. Les femmes étaient assez nombreuses, ce qui s'explique par la composition singulière des ménages mormons. Il ne faut pas croire, cependant, que tous les mormons soient polygames. On est libre. Mais il est bon de remarquer que ce sont les citoyennes de l'Utah qui tiennent surtout à être épousées, car suivant la religion du pays, le ciel mormon n'admet point à la possession de ces béatitudes les célibataires du sexe féminin. Ces pauvres créatures ne paraissaient ni aisées ni heureuses. Quelques-unes, les plus riches sans doute, portaient une jaquette de soie noire ouverte à la taille, sous une capuche ou un châle fort modeste. Les autres n'étaient vêtues que d'indiennes. Passepartout, lui, en sa qualité de garçon convaincu, ne regardait pas sans un certain effroi ces mormones chargées de faire à plusieurs le bonheur d'un seul mormon. Dans son bon sens, c'était le mari qu'il plaignait surtout. Cela lui paraissait terrible d'avoir à guider tant de dames à la fois au travers des vicissitudes de la vie, à les conduire ainsi, en troupe, jusqu'au paradis mormon, avec cette perspective de les y retrouver pour l'éternité en compagnie du glorieux Smith, qui devait faire l'ornement de ce lieu de délices. Décidément, il ne se sentait pas la vocation, et il trouvait, peut-être s'abusait-il en ceci,
que les citoyennes de Great Lake City jetaient sur sa personne des regards un peu inquiétants. Très heureusement, son séjour dans la Cité des Saints ne devait pas se prolonger. À 4 heures moins quelques minutes, les voyageurs se retrouvaient à la gare et reprenaient leur place dans leur wagon. Le coup de sifflet se fit entendre. Mais au moment où les roues motrices de la locomotive patinant sur les rails commençaient à imprimer au train quelques vitesses, ces cris « Arrêtez, arrêtez !» retentirent. On n'arrête pas un train en marche. Le gentleman qui proférait ces cris était évidemment un Mormon attardé. Il courait à perdre haleine. Heureusement pour lui, la gare n'avait ni porte ni barrière. Il s'élança donc sur la voie, sauta sur le marchepied de la dernière voiture et tomba essoufflé sur une des banquettes du wagon. Passepartout, qui avait suivi avec émotion les incidents de cette gymnastique, vint contempler ce retardataire, auquel il s'intéressa vivement, quand il apprit que ce citoyen de l'Utah n'avait ainsi pris la fuite qu'à la suite d'une scène de ménage. Lorsque le Mormon eut repris haleine, Passepartout se hasarda à lui demander poliment combien il avait de femmes à lui tout seul, et à la façon dont il venait de décamper, il lui en supposait une vingtaine au moins. « Une, monsieur, répondit le Mormon en levant les bras au ciel. Une, et c'était assez.